Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Tous les samedis matins, je prends la place pour le Libre Journal des Controverses. Je salue mes prédécesseurs, Lara Stam et Nicolas Stocker. Ils ont eu l'immense privilège de recevoir Alain Escada de Civitas. Nous aimons, enfin moi, en tout cas personnellement, j'aime beaucoup notre ami Alain Escada qui ne prend pas de gants et c'est ce qu'il faut. Pas de politiquement correct. Je salue la technique qui est là, qui remplace Mimi Glam ou Vlam, je sais plus. En tout cas, c'est c'est Vlam, c'est Vlam. Là aujourd'hui, on a Mimi comment. C'est Mimi comment aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je le salue, le Steven Spielberg de la technique. Il est ici présent avec nous. Patrice au standard, l'homme à la belle écriture. Il est là pour prendre les coups de fil. Je sais qu'ils seront très très nombreux ce matin. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. C'est aussi ça l'objectif des émissions, c'est l'interaction entre vous et nous. Alors aujourd'hui, je suis très content, je reçois notre ami Antoine Guénaud, auteur de ce nouveau livre « Merde !» Il dit « Merde !» parce que je pense qu'on est dans cette époque, il faut vraiment dire « merde !» Alors il est aussi éditorialiste à Front Populaire, vous pouvez aussi parfois le voir à Géopolitique Profonde ou chez nos amis de Toxin. Salut cher Antoine, donc vraiment il faut dire « merde !» Oui, salut et puis bonjour aux auditeurs. Oui, de toute façon. Dans le micro. Pardon, pas l'habitude. Il faut dire merde, oui, c'est obligé. Moi, je commence par une citation dans le livre, en exergue, qui était une phrase de Louis Calafert, qui est un auteur oublié maintenant, mais qui avait écrit des livres magnifiques, dont Droit de citer, qui dit « Le siècle prochain, donc le XXIe siècle, sera le siècle du refus ou de l'enfermement carcéral. » Voilà, c'est ça. C'est ça, merde. Ça veut dire non. C'est un nom beaucoup plus énervé, beaucoup plus puissant, mais c'est cette manière de dire non. Et voilà. Ce merde est très français en plus. C'est très français, c'est par là que je commence aussi. C'est le mot de Cambronne, quoi. C'est cet éclair que sort Cambronne contre les Anglais, et il faut dire merde aux Anglais, surtout aux Anglais voilà. et aux Germains aussi. Voilà, aux Germains. C'est pas mal. Donc aux Américains. Donc ce livre est là-dessus. C'est ce merde qu'il faut envoyer à la face des Anglo-Saxons pour rester français, tout simplement. Oui, parce que on a deux ennemis en Europe. Enfin, quand je dis Europe, c'est-à-dire le continent, pas la structure, qui n'est pas l'Europe, c'est une structure technocratique. C'est les Germains sur le continent et les Anglais hors continent, si je puis dire. C'est ça, mais on peut même dire de toute façon que les Anglais sont des Germains, puisque les Anglo-Saxons étaient des peuples germaniques, donc de toute façon ils ont la même idée politique, ils ont les mêmes philosophies d'esprit, ce sont des Germains, comme les Américains d'ailleurs, qui sont d'abord des Anglais, des protestants, et ensuite aussi beaucoup d'immigration germanique aussi. Donc ce sont des peuples germaniques, on le voit dans le protestantisme par exemple, qui est purement germanique et purement anglo-saxon, on va dire, et c'est ça qui, comme disait Weber par exemple, l'éthique protestante du capitalisme, c'est ça qui a amené tout le capitalisme moderne, pas le capitalisme en général, on peut trouver du capitalisme chez les Vénitiens, etc. peut-être, mais c'est cette éthique protestante du capitalisme qui ne rejaillit pas avec l'esprit français. Quoique certains pourraient dire aussi, oui, mais les Francs étaient des Germains aussi. Les Francs étaient des Germains, bien sûr, mais c'était déjà ils sont pas venus à beaucoup. Ils ont pris le pouvoir, oui, mais ils ont été très très vite romanisés. Très vite romanisé, de tradition germanique, mais très vite de droit romain, et ensuite de foi catholique, puisqu'on ne va pas renier la catholicité, en tout cas, de la France, encore une fois. Alors, pourquoi ce livre très court pour le coup ? Oui. Pourquoi si court ? Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire non plus 300 pages pour dire un truc assez simple, finalement. Il faut aller droit au but, et ne pas faire des circonvolutions. S'il y avait des parenthèses à faire, peut-être que ce sera d'autres bouquins. Alors attention, ici on est à côté du Parc des Princes, c'est le PSG, c'est pas Marseille. Non, attention. Oui, c'est vrai. Pardon, effectivement. Voilà. Effectivement. Mais bon, attention. Oui, mais on regroupe tout le monde, on est la France. Bien sûr. Voilà, bien sûr. On supporte tout le monde, bien sûr. Donc voilà, pourquoi ce livre ? Alors, droit au but, très bien. Et après ? Pourquoi ce livre ? Parce que je trouve qu'il y avait. Il y avait besoin de le dire. Je ne dis pas que je suis le seul à le dire. De dire quoi ? De dire juste merde ? De dire ce merde,
qui n'est pas seulement dire merde. J'explique pourquoi il faut dire merde aussi. Hein, mais disons que j'ai trouvé personne d'autre qui le disait comme je voulais le dire moi. Il y a énormément de gens qui pensent à peu près la même chose que ce qu'on dit. On peut en trouver qui passent ici, qui passent sur Toxin, qui passent sur GP, qui passent partout. Mais je voulais le dire avec mes mots et surtout remettre le mettre dans un ensemble plus global qui est du coup, voilà, comme tu as vu la structure un peu, qui est d'abord de commencer par le commencement qui est d'abord dire merde, j'allais dire à notre déresponsabilisation. Ah, c'est-à-dire ça dit notre c'est nous qui nous, le nôtre nous, le peuple français. Nous tous. Nous, le peuple français, et je m'inclus dedans, on est tous responsables. Encore une fois, il y a une phrase que je dis dans le bouquin, dont je suis assez fier, j'avoue. Non mais, nous désintéressons, plus nous nous désintéressons, plus ils trahissent. Mais en même temps, c'est un cercle vicieux, plus ils trahissent, plus nous nous désintéressons. Pardon. Donc c'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. À part si on se réintéresse, j'allais dire, c'est un grand mot, réintéresser, se réintéresser à la France. Et se réintéresser au-delà de la France, mais même à notre sort, à nous. Pas individuellement, mais en tant que peuple. Là, aujourd'hui, on est déresponsabilisé, on se désintéresse parce qu'on est déresponsabilisé. On nous dit, voilà, c'est le but d'ailleurs de la technocratie, et la technocratie était en germe dans le gouvernement représentatif. Bah justement, on discutait, enfin nous on se connaît très bien, oui. On discutait un peu hors antenne et moi je suis très transparent, je dis les choses même quand on parle en antenne et donc je disais voilà que je reprenais, ça fait 3-4 mois que je reprenais les reportages terrain, j'allais voir les gens comme ça au hasard dans Paris et je te disais qu'en fait ce que nous trouvons tragique, malheureusement, la masse, et franchement, quand j'interviewe les gens totalement au hasard, hein, je cherche pas à savoir qui est qui, quoi, qu'est-ce. Pour eux, pour tous ces gens que j'interroge dans la rue, qui sont les gens du quotidien, on va dire, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont très satisfaits de la société dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas si le mot satisfait est le bon. Je comprends. Moi, je pense qu'il y a un déni. Moi, je pense vraiment qu'il y a un déni. On parlait tout à l'heure de ça, mais je reviens souvent sur ce livre qui est exceptionnel d'Henrik Ibsen, qui date du 19e siècle, qui s'appelle Un ennemi du peuple. C'est une histoire assez banale où un journaliste découvre que l'eau est polluée. En fait, voilà, et les gens le savent, mais ne veulent pas dénoncer la vérité. Ils se mettent des œillères quelque part. Moi, je trouve que c'est ça, aujourd'hui, le peuple. Ils sont dans... Enfin, on est, le collectif, mais on est dans le déni, parce que je pense que c'est trop grave de penser... parce qu'on nous apprend la démocratie, tout ça, enfin, toutes les grandes valeurs de la République, la démocratie. Et je pense que c'est un truc trop grave pour nos structures mentales de se dire non, ils trahissent. Non, ils ne sont pas pro-français. Non, ils ont des intérêts différents du peuple français. Je pense que c'est beaucoup trop dur à entendre. Mais je pense que les gens, quelque part, le savent. Le peuple le sait, quelque part. Il veut juste... C'est cette phrase de Peggy. Il faut dire ce qu'on voit, mais il faut avant tout voir ce qu'on voit. Et je pense qu'en ce moment, les gens voient, mais ne veulent pas voir ce qu'ils voient, quoi. Quelque part. Mais je pense que c'est un déni. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qu'est-ce qui ferait que les gens aient une conscience en se disant mais en effet ça ne fonctionne pas alors que aujourd'hui moi je remarque beaucoup de gens se disent attendez mais moi je possède ce que mes arrière-grands-parents ne possédaient pas, je mange comme mes arrière-grands-parents ne mangeaient pas, je peux avoir des loisirs comme mes arrière-grands-parents ne mangeaient pas, pourquoi changerait-on de société? Moi c'est ce que j'entends le plus souvent, hein. Non, c'est vrai, il y a de toute façon le problème entre guillemets, qui n'est pas un problème mais qui est une sorte de pharmacone, qui est un remède et un poison. Le confort, l'être humain l'a toujours cherché et on est très content de l'avoir. Et en même temps, le confort nous rend léthargiques aussi. C'est cette phrase de d'André Makin, dans un livre qui est absolument exceptionnel, qu'il faut lire. C'est cette France qu'on oublie d'aimer, qui est exceptionnelle, et qui dit, enfin, il faut, pour se réintéresser, pour se remobiliser, il faut sublimer la nature nationale. Il faut retrouver la nation, il faut retrouver la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Bref, il dit il faut sublimer la nature nationale, sinon on tombe dans la petitesse d'une civilisation matérialiste, d'estomac heureux. Et c'est un peu ça qu'on a, de moins en moins, parce que il y a un peu en ce moment, ça a toujours été, parce que c'est depuis l'Empire romain, mais c'est panem et circenses, quoi. C'est du pain et des jeux. Le problème, c'est que des jeux, il y en a de plus en plus, mais du pain, il y en a de moins en moins. Donc à un moment donné, peut-être qu'il n'y en aura plus. Ou alors, s'il y a du pain, le pain est de plus en plus, entre guillemets, dégueulasse.
Alors, je ne parle pas qu'au niveau du goût, mais au niveau de ce qu'il y a dedans. Parce qu'on parlait un petit peu du Mercosur, oui, et je les comprends. Enfin, hors antenne, on en parlait. On parlait un petit peu hors antenne du Mercosur, et effectivement, les gens vont aller acheter, mais parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc forcément, moi je le comprends, je viens de cette société-là, je viens des classes populaires, donc je fais mes courses à Lidl, quoi. Mais évidemment, mais j'en suis pas très fier, c'est pas une question de fierté. Même je préférerais avoir aidé nos agriculteurs et acheter une vraie pièce de viande, des vrais légumes, j'allais dire, plutôt que d'en acheter à Lidl. Mais le problème, c'est que les salaires sont pas assez hauts. Et ça, c'est lié tout simplement à l'Union européenne, pas que, et à la trahison de nos élites. Mais c'est lié. Mais c'est lié à cette institution technocratique qui est l'Union européenne, qui permet les délocalisations, qui permet le libre-échange comme ça, qui ne fait pas de protectionnisme. Et le mieux serait de pouvoir acheter ces produits français, tout simplement. Et est-ce que, justement, acheter français ou aider les nôtres, comme on dit, est-ce que c'est vraiment la préoccupation de nos compatriotes? Il faut se dire les choses. Parce que moi, je vais te dire, cher Antoine, oui. Je veux bien taper sur Macron, sur l'Union européenne, sur les Américains, l'OTAN, tout ce qu'on veut. Mais je ne veux pas non plus surestimer le peuple français dans son ensemble et dire ouais mais attendez c'est la faute des élites et en fin de compte il y a un bas peuple qui souffre et qui résiste et qui serre les dents, parce que c'est pas totalement ça non plus. Non mais je suis assez d'accord, enfin, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, il y a effectivement, ils trahissent, mais parce que nous nous désintéressons et nous nous déresponsabilisons. C'est lié. On peut pas. Il y a la faute des traîtres, mais il y a la responsabilité du peuple français aussi. Moi, je pense pas que ce soit une question de priorité, comme tu dis, le fait de manger français, etc. La priorité, et c'est normal, on est dans un pays où il y a quand même aujourd'hui 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est normal que la priorité soit de manger à sa faim. Donc c'est tout à fait normal. Moi, c'est pas là-dessus. Je peux pas leur en vouloir. Moi-même, je le fais. On peut pas acheter français. Le problème, c'est que pour pouvoir acheter français, il faut des politiques. Il faut des politiques protectionnistes, il faut des politiques, j'allais dire, stratégiquement françaises, quoi. Et là, c'est pas c'est pas le peuple. Si, c'est le peuple qui doit voter pour des gens qui veulent le faire, mais les gens qui sont au pouvoir en ce moment ne font pas ces politiques-là, parce qu'ils en ont absolument rien à cirer. Au contraire, parce que, encore une fois, là-dessus, tu vois, on sacrifie l'agriculture française au profit de l'industrie allemande. C'est toujours ce qui a été fait. On va me dire, De Gaulle a mis l'agriculture dans le marché commun. Oui, c'est vrai, c'est lui, mais c'était une époque où l'agriculture française était tellement puissante que c'est elle qui aurait inondé le marché, qui allait inonder le marché. Libre-échange peut être, j'allais dire, intéressant si on est les plus puissants et qu'on bombarde le marché. Là, en ce moment, nous, il faut qu'on se protège parce que on était dans un pays qui a toujours tenu sur son agriculture. Il y a 50 ans, il y en avait un truc à la louche, mais il y avait 4 millions d'agriculteurs, il n'y en a plus que 200 ou 300 000. Et qui sont payés... qui peuvent se payer qu'une bouchée de pain à cause des normes, à cause de tout un tas de choses. On sait le pouvoir de la FNSEA, etc. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement plus une sinécure, c'est plus un beau métier que de faire agriculteur en France. Et c'est complètement triste, puisque c'est l'histoire de France. Et un pays, encore une fois, on veut être souverain, très bien, mais si la base de la souveraineté, j'allais dire, c'est quand même de bouffer. Donc il faut une souveraineté alimentaire. Mais tu as totalement... Surtout quand on est français. Bien sûr, tu as totalement raison. Et c'est peut-être la déformation de mon métier. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que comme je fais en plus des émissions tous les jours, peut-être parfois même 2 fois par jour, et je reçois énormément d'invités, dont des agriculteurs, qui eux-mêmes me disent que entre agriculteurs, ils se mettent des grosses pattes. Et des fois, on se dit... à force de voir tous ces gens, de recevoir toutes ces informations, on se dit, mais en réalité, la vraie vie, la vraie réalité, c'est que dans le fond, je pense que les conséquences qui arrivent, nous les méritons. Dans une forme de punition à la Sodome et Gomorrhe, si je puis dire. Peut-être pas jusqu'à là, mais non, bon. mais je comprends ton idée. Je sais pas si on la mérite. Je sais pas si on la mérite, mais effectivement, elle est la conséquence, en tout cas, c'est la conséquence de notre déresponsabilisation. Et déresponsabilisation qui vient de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, que de la faute du peuple, parce qu'on le pousse à se déresponsabiliser aussi. On le pousse à se déresponsabiliser, on lui met des trucs dans la tête pour se déresponsabiliser. Comment, tiens, justement tout simplement, je sais pas, depuis 68, c'est l'individualisme. Voilà, le 68 art, c'est l'individualisme forcené. C'est l'individualisme forcené, et pour aller plus loin, si tu veux, on peut reprendre comment dire,
des inspirations bibliques, mais c'est pour moi, et bernanosienne d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, c'est le non serviam. C'est saint Paul qui en parle, le non serviam, c'est je ne sers pas. Mais en fait, c'est ce qu'il dit, le non serviam, c'est Lucifer qui le dit. C'est je ne sers pas, en fait, c'est un refus. Le fait de pas servir, c'est un refus d'aimer, pas un refus de se soumettre. C'est ce que dit Bernanos ensuite, qui reprend saint Paul, qui dit que servir, c'est pas se soumettre. C'est un homme libre qui sert. Mais il sert quoi? Il sert ce qu'il aime. Il faut bien aimer quelque chose de plus grand que soi. C'est ça le problème, c'est qu'on n'aime plus quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être Dieu, ça peut être... Pour moi, c'est la France, disons. Mais la France, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les générations suivantes, par exemple. Parce qu'un peuple, une nation, c'est un passé, un présent, un futur. C'est ça. Aujourd'hui, l'individualisme forcené fait qu'effectivement, on pense plus à sa pomme, et puis à ce qu'on va... Et ça, c'est normal, ce qu'on va bouffer le midi. Mais comment on va pouvoir faire ci, comment on va pouvoir faire ça, et plutôt que d'éduquer ses enfants, ou faire en sorte que nos enfants vivent dans une France correcte. Mais comment on fait pour réaimer la France, pour apprendre aux gens, même cette question me choque déjà. Non mais c'est vrai, c'est une grosse question. Pour aller plus loin sur Bernanos, c'est comment fait-on des hommes libres? Comment fait-on des hommes libres? Pour moi, c'est en aimant la France. Pour moi, c'est lié, parce que la France, c'est quand même le pays de la liberté. Je reprends De Gaulle là-dessus, mais c'est grandiloquent, mais j'aime beaucoup la France et la lumière du monde, et c'est vrai là-dessus. C'est vrai, c'est bon. Sur la liberté, en tout cas. Mais comment fait-on aimer la France? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'on n'aime pas si on ne connaît pas, déjà. J'ai pas de solution précise, mais la première chose pour aimer la France, normalement, déjà, c'est la famille. C'est dans la famille qu'on apprend la France, déjà. C'est nos parents, nos grands-parents qui nous apprennent ce que c'est la France. J'allais dire même des trucs tout bêtes, mais même concrets. D'avoir que les melons, c'est à Cavaillon. Enfin, par exemple, c'est pas forcément en Espagne, mais les bêtises, c'est à Cambrai. Enfin, je dis des bêtises comme ça, mais juste déjà quelque chose qui ancre sur le territoire. Comprendre ce que c'est que ce territoire-là. Premièrement. Ensuite, normalement, c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de l'école, normalement. Pour moi, c'est pas une éducation nationale qu'il faudrait, c'est l'instruction publique, déjà. C'est une instruction. C'est l'instruction. L'éducation, normalement, c'est les parents. Aujourd'hui, on est obligé de faire l'éducation nationale. Bon. Mais déjà, l'instruction, c'est de faire en sorte que les Français, en sortant... à l'époque, c'était le certificat d'études. J'ai reçu, je sais pas si tu as regardé, mais tu regarderas, les examens des certificats d'études dans les années 30. Et même coton, ouais. Même un niveau bac, aujourd'hui, ne le ferait absolument pas. Bon, après, on sait ce que le bac est devenu, mais c'est impressionnant. Et ça part de la France. Mais des trucs, je veux dire, très bêtes. Quel fromage est fait ici, tu vois, mais c'est déjà ça, aimer la France. C'est déjà ces petites choses-là. Mais c'est évidemment, là, le rôle de l'école. L'école, elle a été abandonnée, alors que l'école était la plus grande réussite de la République. Je veux dire, si on gagne la Première Guerre mondiale, au-delà du courage des poilus, qui étaient tous des gens du peuple, hein, encore une fois, mais ils y sont allés parce qu'ils aimaient la France, bien sûr parce qu'ils aimaient leur terre et il fallait défendre contre l'envahisseur, évidemment, mais deuxièmement parce qu'à l'école, sous la Troisième République, on leur apprenait le roman national, on leur apprenait ce que c'était la France. Là aujourd'hui, de toute façon tu vois les chiffres, quand on demande aux gens, si la France était en guerre, vraiment une vraie guerre, sur notre territoire, combien irait se battre? Tu vois les chiffres, c'est impressionnant, personne n'irait. Bon, pas personne, parce que j'ai fait quand même l'expérience, et même des jeunes de la diversité, certains m'ont dit qu'ils iraient. Oui, mais donc c'est quand même... Il y en a encore. Ça m'a surpris. Mais je pense que tu fais un sondage, entre guillemets, en 1913, je pense que tu as 100%. Là, aujourd'hui, tu tombes à quoi? À 20%. C'est vrai. Donc déjà, c'est pas qu'un patriotisme guerrier que je veux dire. Hein. Bien sûr, c'est pas que ça. C'est ce que disait Bernanos, c'est pas qu'un patriotisme guerrier, c'est un patriotisme aussi où juste t'aimes ton village parce qu'il y a des jolis champs, il y a une cathédrale, tu vois. C'est pas qu'un patriotisme guerrier. Mais évidemment, donc, c'est le rôle de l'école, le rôle de la famille, un rôle personnel aussi. Je pense que... moi, je crois... je crois en la responsabilité humaine, sinon, de toute façon, il n'y a pas de citoyenneté sans responsabilité. Liberté et responsabilité sont liées. On est libre parce qu'on est responsable de nos actes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas remettre en cause et dire « Ah oui, mais ce n'est pas du tout la responsabilité du peuple, sinon on n'est plus citoyen. » Voilà. Donc, c'est notre responsabilité à nous aussi d'aller tout simplement lire, j'allais dire, ou se documenter au-delà de TF1, au-delà de la télé, par exemple. C'est pas que la télé, mais il faut aller lire les bouquins. Donc, famille, école, nous, et j'allais dire peut-être la culture, l'art. Faire en sorte de faire sortir des gens qui font de l'art française, mais qui font de la culture française, des belles lettres. Il y a toujours ce truc, de toute façon, à l'école aussi. Mais ça, c'est à cause c'est à cause des bourdieusiens. C'est pas forcément à cause de Bourdieu, mais des bourdieusiens. On a fait en sorte, comment dire, ils ont fait croire que la culture classique était, quelque chose de
De bourgeois? Oui, c'est ça, mais qui permettait pas d'intégrer les classes populaires, etc. Sauf que c'est complètement faux. La culture classique française, c'est ça qui permet d'émanciper. C'est ça qui amène à la liberté. Et les bourdieusiens ont dit, ah non, mais il faut absolument mettre la culture populaire, c'est une vraie culture. Ce qui n'est pas faux. La culture populaire, je veux dire, que ce soit les fêtes de village, etc., c'est de la culture populaire. Et on peut très bien apprendre la culture classique et garder la culture populaire. Le problème, c'est que les bourdieusiens ont fait ça. Pourquoi? Pour complètement... comment dire? Pour rendre le peuple presque apatride, puisque la culture classique était française, la culture populaire, elle est un peu apatride, quoi. C'est un peu du rap qui est mi-américano, pas américano-musulman, arabe, voilà. C'est des trucs de quartier, c'est ça. C'est pas purement arabe, par exemple. C'est plutôt américanisé. C'est beaucoup de choses. En fait, la culture populaire, la culture pop, finalement, comme on dit, c'est complètement américanisé. Le rock, etc., c'est des trucs américanisés. Donc, c'était déterritorialisant. Bien sûr. Donc, c'est des fautes comme ça. C'est des erreurs. C'est pas des erreurs, parce que c'était fait exprès pour que les gens ne puissent pas s'émanciper. Alors, auditrice Sylvie, notre Sylvie nationale, c'est ce que je dis toujours, il ne faut jamais faire confiance aux anglo-saxons, anglais, américains ou allemands. J'ai pourtant de la famille aux États-Unis. Et ben, ça, c'est bien vrai, Oui. ce que dit notre amie Sylvie, et je la salue. Est-ce que, en réalité, tout ça ne sont pas les conséquences du système économique lié au capitalisme? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le capitalisme? Le capitalisme, c'est un marché à 100, on va dire. Et d'abord, il y a une personne, et puis comme il n'y a jamais de monopole, il y a de plus en plus de monde qui se partage le 100, mais comme 100 n'est jamais assez, il faut aller à 200, 300, 400. Et donc, est-ce que en fait, voilà, est-ce que la réalité, c'est que les systèmes économiques libre-échangistes, capitalistes, etc., ne créent pas la globalisation? Oui, bien sûr. Parce que le marché n'aime pas les particularités. Alors oui, de toute façon, le marché n'aime pas les particularismes, c'est sûr. Mais j'allais te dire que, si tu veux, c'est au-delà du capitalisme en soi, c'est un peu comme le droit, j'allais dire, c'est des armes. Alors pas le capitalisme, mais par exemple le néolibéralisme. C'est pas la théorie en soi qui fait du mal, j'allais dire, c'est comment on l'utilise. Il y a un truc ça me fait rebondir là-dessus, mais De Gaulle disait un truc qui me semble très juste, et il a toujours raison. Il a toujours raison. Mais là-dessus, vraiment encore plus, il disait de toute façon, parce qu'il parle à perfit, mais le marché, c'est quoi? Le marché ne sera jamais indépendant. Le marché, les Américains veulent le marché parce que c'est eux qui le tiennent. C'est ça le néolibéralisme. C'est ça la puissance du marché. Le marché, c'est parce qu'il est tenu par les Américains que les Américains l'imposent. Le marché, il n'est pas indépendant, c'est pas vrai. Ça, c'est dans les théories d'Adam Smith, mais le marché, il n'est jamais indépendant. C'est absolument faux. C'est-à-dire que le marché ne veut pas échapper aux mains américaines? Non, bien sûr que non. C'est eux qui l'ont créé, j'exagère, mais c'est eux qui l'utilisent comme arme, d'où le libre-échange, etc. C'est une arme, par exemple, de destruction des nations. Mais c'est un but qu'ils ont depuis très longtemps, la destruction des nations, les États-Unis. Contre eux, puisque c'est un impérialisme, forcément, est contre les nations, c'est évident. Voilà. Ça, c'est la vision wilsonienne, c'est l'idéal wilsonien. Il faut détruire les nations, qui a été repris après, par exemple, par les frères Dulles, qui ont créé l'Union européenne, qui étaient amis avec Monnet, puis qui sont dans les pères fondateurs finalement de l'Union européenne. C'est des gens qui veulent détruire les nations pour une simple raison. Ça, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais pour eux, les nations, c'est ce qui crée les guerres. Donc, faisons table rase, on détruit les nations, on détruit les guerres. Voilà. Moi, je trouve que c'est absolument faux, et je ne vois pas comment on peut détruire une nation, sachant que c'est quelque chose qui est, un peu plus, qui est plus grand que nous. Encore une fois, c'est pas un bout de papier, une nation, c'est quand même quelque chose qui se fait sur 2000 ans. Je pense qu'ils vont avoir du mal à le supprimer, mais le but est là. Donc oui, forcément, ces théories économiques, c'est ça qui nous mène là-dedans, puisque c'est utilisé, je dis par les Américains, mais ça peut être Américains et alliés, je veux dire Américains anglo-saxons, si on veut, mais qui sont utilisés contre la France, qui n'a pas ces théories-là, qui en tout cas serait plus, alors pas mesurée, mais en tout cas équilibrée. La France, c'est l'équilibre. Dire la France, c'est la recherche, pour moi, la France, c'est la recherche entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, entre la liberté politique et la liberté individuelle. C'est cette recherche du juste milieu, on va dire, comme disait Aristote. Et donc, c'est cette recherche, pour moi, c'est la participation gaullienne. C'est de dire le capitalisme peut être bien sur certains points de vue, parce que responsabilité individuelle, on peut créer des choses, etc. Oui, mais le marché tout seul ne va pas, il faut l'État, donc quelque part un peu plus de communisme dans certains trucs, surtout pour des intérêts nationaux vitaux.
On va pas, ils vont certainement le faire, mais on va pas privatiser l'école, quoi. Ils vont certainement le faire, hein, mais ils vont pas privatiser. Il faut pas privatiser l'école, il faut pas privatiser la santé, il faut pas. Normalement, c'est des trucs régaliens qui sont dans les intérêts nationaux. Voilà, pour moi, c'est la participation gaulienne qui est cet entre-deux en disant on va pas faire complètement capitaliste, on va pas faire complètement communiste, on va faire pas un mélange des deux, mais quelque chose qui se. C'est pas du centrisme, encore une fois, c'est quelque chose de plus grand et c'est la participation gaulienne. C'est la participation des gens qui, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'était le but, encore une fois, que les ouvriers aient des parts de l'entreprise. Oui, mais est-ce que aussi le fait que la part nationale en nous baisse chaque jour n'est pas aussi due à la République et peut-être à la désacralisation. La France, c'est le baptême de Clovis par Saint-Rémy en 496. On parle du clocher de l'église au milieu du village. Si la République vient et fait table rase du baptême, fait table rase de l'église, donc en réalité on perd notre identité et peut-être même notre patriotisme. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que je sais que toi tu es souverainiste, tu es gaulliste, mais j'imagine que tu dois être 5e République, etc. Oui. Et est-ce que justement le fait que le culte et le sacré disparaissent font que, eh bien, en réalité, les conséquences sont la fin de la nation? Alors, certainement, mais si tu veux, tu dis le baptême de Clovis, moi je suis d'accord, moi je reprends tout le temps. Pour moi, c'est ça être français, c'est la phrase de Marc Bloch. Je vais la dire très mal et je suis désolé, mais la France, c'est le baptême de Clovis et la fête de la Fédération. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion sur un seul de ces deux événements n'est pas vraiment français. Moi, je pense que c'est les deux. Je suis bernanosien là-dessus. C'est pour ça que je suis gaulliste aussi. C'est par Bernanos que pas par Bernanos que j'y viens non plus, mais Bernanos dit exactement ça. Il dit que la Révolution française, la vraie, celle de 89, pas celle qui était après, on sait comment, on va dire, qui a été dévoyée par une certaine bourgeoisie, etc. Mais elle est profondément chrétienne. Elle est profondément, même catholique plutôt, mais elle est profondément catholique. C'est les mêmes choses qu'on retrouve, mais on peut même voir dans le communisme, je veux dire, c'est très sympa, même au-delà du communisme, mais le socialisme à la française. Le socialisme à la française, qui était qui était là avant le marxisme, hein, qui n'avait pas les théories marxistes, mais qui était déjà, voilà, qui était déjà très présente, avec des mecs comme Saint-Simon, par exemple. Ensuite, il y en a eu tellement Fourier, etc. Le socialisme à la française est tiré du catholicisme. Voilà. Donc oui, c'est pas faux, on peut pas. Je sais pas si pour moi, c'est pas la République le problème. La République, normalement, comment dire, la République avait cette transmission-là, en tout cas sous la troisième. Il y avait cette transmission de la France. Sur une partie de la troisième. Oui, sur une partie de la troisième, pardon. Mais je pense pas que ce soit la République le problème. Le problème, c'est plutôt ce qu'on en a fait, encore une fois, ou ce que certains en ont fait. Oui, mais est-ce que la République, comme le capitalisme, ne vient pas peut-être d'une forme de bon sentiment et ne peut que dériver au final? Corruptio optimi pessima, quoi. C'est ça. Oui, peut-être, comme l'Église, comme les grandes choses comme ça. De toute façon, c'est tellement grand qu'on peut peut-être que les pervertir. J'en sais rien, parce que c'est le destin de l'homme, j'espère pas. Mais il y a peut-être de ça, oui. Mais faut pas lâcher l'idée républicaine en pensant que c'est ça qui a détruit la France. Il y a des gens qui ont utilisé ça pour détruire la France, certainement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui sont absolument pas républicains. Qui sont absolument pas républicains, ces gens-là. Je veux dire. Je ne veux pas prendre que Macron comme exemple, mais bon, toute la clique, c'est des gens, ils utilisent le régime représentatif pour nous la mettre à l'envers. Et même quand le régime représentatif déraille un peu, là par exemple pour les ZFE, bon, ils vont nous mettre le Conseil constitutionnel sur le dos. Voilà, l'état de droit par exemple, là-dessus, c'est pas une mauvaise chose en soi. En soi, c'est quelque chose d'assez juste. En plus, ça peut être un contrôle, par exemple, sur ton régime représentatif auquel tu n'as pas forcément confiance, ce qui est normal. Le problème, c'est que maintenant, il est utilisé pour aller à l'encontre du peuple. Il est utilisé toujours comme ça, et ils l'ont fait plusieurs fois. Là, ça va être certainement pour les SDFE, parce que je ne pense pas que le Conseil constitutionnel laisse passer ça. Ils l'ont fait pendant les retraites. Pendant les retraites, par exemple, ils avaient mis des trucs plus doux, plus sympas, tu vois. Le Conseil d'État avait dit, attention, c'est des cavaliers sociaux. Ils ont fait exprès de dire, on a mis des trucs plus justes pour que ça passe au Conseil constitutionnel, pour qu'ils disent,
on l'annule, et puis ils disent bah oui, mais c'est pas de notre faute, c'est le Conseil constitutionnel qui a annulé ces décisions-là. Là, ils vont faire pareil avec les ZFE, ils ont dit ouais, vous avez vu, nous on a supprimé, mais le Conseil constitutionnel n'a pas voulu supprimer. Voilà, ils utilisent ces outils-là. C'est des outils utilisés, donc ils ne sont pas républicains, je veux dire, au sens moi, je suis républicain au sens de Peggy. Si oui, parce que, évidemment, tu vas me dire Respublica, tout ça. Oui, ça au sens romain, au sens de Peggy. comprends. Et moi, je te rejoins sur un truc où, effectivement, tu n'as certainement pas complètement tort, mais ça peut être plus large que juste le monde chrétien, on va dire, on peut être plus large que ça en disant la spiritualité, même si évidemment, comme la France est d'histoire catholique, on peut parler de ça. Mais moi, je suis assez d'accord, il y a une phrase de Peggy que je trouve absolument géniale, parce qu'il a absolument raison. La déchristianisation mène à la dérépublicanisation. Et moi, je pense que c'est assez vrai. Mais au-delà du manque de chrétienté, c'est plutôt le manque de spiritualité. Oui, de sacré, bien sûr. Oui, bien sûr. parce que la République a quelque chose, effectivement, de sacré, et au-delà de la République en soi, d'ailleurs, c'est plutôt la nation. La nation est quelque chose de sacré, de quelque chose de transcendant. C'est aussi quelque chose de transcendant, qui s'incarne par le peuple, par l'État, etc. Mais c'est aussi quelque chose de transcendant. Donc si on n'a plus ces transcendances-là et qu'on se dit juste, l'État, il est là pour nous donner à bouffer, j'exagère un peu le trait, mais voilà, on en revient à ce que disait Makin sur civilisation de matérialiste, d'estomac heureux. Voilà. Avant, on pensait plus large que ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a une place il y a une question à se poser sur la spiritualité. Au-delà du catholicisme, mais qu'en est un, mais sur la spiritualité, oui. En tout cas, sur la spiritualité nationale, j'allais dire, sur ce qu'appelait Peggy, sur la mystique nationale. Voilà, la mystique nationale qui, évidemment, en tant que Français, je pense, va ramener à une certaine catholicité, c'est évident. C'est ce que tu as voulu montrer dans ton essai Merde. Tout à fait. Oui, tout à fait. À un moment donné, parce que je parle de déresponsabilisation, ensuite je parle en gros, à quoi il faut dire merde, donc surtout aux Américains, parce que tout est lié, enfin j'allais dire, aux Américains. Américanisation, européanisation et mondialisation sont la même chose. C'est exactement la même chose. C'est l'Europe est dirigée par les Américains qui veulent mondialiser pour l'impérialisme américain. Donc c'est exactement la même chose. Je parle du wokisme dedans, qui est en fait juste les wokistes sont des turiféraires de la mondialisation, de la globalisation, du mondialisme. Voilà. La preuve d'ailleurs, ils sont pas de gauche, ces gens-là, par exemple. Ils sont absolument pas de gauche, puisqu'ils rejettent pas le système capitaliste, déjà. Ils défendent absolument pas les ouvriers. D'ailleurs, ils aiment pas les ouvriers parce que ça pue. Puis en plus, ils sont alcooliques. Voilà, mais ils peuvent pas les supporter. Et puis, ils y vont jamais, d'ailleurs. Ils sortent pas du 11e arrondissement. Hein. Ils sont jamais allés en France périphérique. Hein. La première chose qu'ils font quand ils vont en France périphérique, c'est qu'ils se demandent s'il y a un Starbucks. Hein, tu vois, à mon avis, ça doit être à peu près ça. Donc, ils sont absolument pas pour le peuple. Donc, je vois pas pourquoi ils sont de gauche. Puis, on le voit tout à l'heure. On le voit très bien, vu leur patrimoine d'une, et vu les sociétés qui utilisent ça, on peut pas se dire que le capitalisme rejette le wokisme. Quoi. Quand tu vois que Disney, qui a abandonné maintenant, mais ou Google utilise le wokisme, j'allais dire, pour pinkwasher quelque part leur truc, mais pour se faire encore plus de blé. Dis-nous, pour courtoisie, qu'est-ce que ça veut dire pinkwasher ? Oui, pour pinkwasher, c'est comme greenwasher, c'est pour rendre rose, c'est pour laver au rose. Quoi. Vous avez un socialisme avec des lunettes roses. Oui, voilà, c'est ça. Oui, arc-en-ciel. Voilà, arc-en-ciel plutôt même. Voilà. On sait très bien que le wokisme n'est pas... D'ailleurs, il y a des... Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais le wokisme ne vient pas de la gauche. Le wokisme n'est pas du tout une dérivée du marxisme, du communisme, etc. Ça vient d'où ? Le wokisme, c'est une dérivation du protestantisme et du puritanisme. Et tu peux le voir très clairement. Dans quel sens ? Un sens quasi religieux, le dogme inébranlable, les excuses publiques. C'est pas des confessions. Dans le protestantisme, tu fais pas une confession comme dans l'Église catholique, tu fais une excuse publique. Là, l'excuse publique, c'est la cancel culture. C'est complètement dérivé du protestantisme. Mais moi, tu sais, c'est purement américain. Tu veux que je dise une chose ? Ça, j'en ai même parlé à Soral, c'est dire. Je lui ai dit, et d'ailleurs, il avait l'œil qui frétille quand je lui ai dit, nous sommes en guerre de religion. Et là, l'œil qui frétille, il pensait que j'allais dire quelque chose dont il a habitude. Et je lui ai dit, oui, nous sommes en guerre entre le protestantisme anglo-saxon et le catholicisme romain, ce qui va dire confirmé. Oui, moi je suis assez d'accord, oui. Si tu veux, on peut le mettre sur le sens religieux, disons dans le sens en tout cas de spiritualité, oui. Le modèle, encore une fois. C'est-à-dire que le protestantisme, on ne va pas à confesse auprès de son prêtre. Tu fais de la... Oui. Il faut que les gens sachent la vertu. Voilà, là-dessus, la vertu aussi, le puritain, c'est la vertu. Tu montres bien, c'est le pharisien finalement, si on peut parler catholicisme. C'est des pharisiens, c'est des gens qui vont dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis en fait, quand tu regardes chez eux, ils font absolument pas ce qu'ils disent. Voilà, mais c'est purement américain, ça fait partie de l'américanisation. C'est pour ça que moi, ça m'énerve quand on parle du monde occidental ou du combat pour l'Occident.
L'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'est les Américains, en fait, aujourd'hui. C'est ça, l'Occident. C'est pas l'Occident de Charlemagne. C'est plus l'Occident médiéval, qui était certainement la France, et en tout cas, qui était le monde catholique, on va dire. L'Occident aujourd'hui, c'est l'impérialisme américain. Moi, je suis pas occidental, je suis français. Désolé, mais je suis de civilisation française. Je suis pas de civilisation occidentale, même si on peut en parler. Je veux dire, évidemment, il y a des trucs communs, tout ça, évidemment. Mais je suis de civilisation française, moi. C'est le modèle français que je défends, pas le modèle anglo-saxon. Donc oui, tu as une sorte de guerre de religion par modèle, par esprit interposé. Tu as un combat catholique, donc modèle français, contre le protestantisme et modèle anglo-saxon. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu penses du coup de cette vision idéologique qui prend le pas pour le coup à droite chez les jeunes, surtout beaucoup chez les jeunes, qui est cet occidentalisme et voilà une vision très binaire Occident-Orient, Oui. et que les jeunes qui réfléchissent, on va dire, veulent prendre pour eux. Je vais te dire un truc qui est assez simple, qui est peut-être très, très bête, mais je pense que tu t'auras remarqué, c'est qu'aujourd'hui, comment dire, dans un monde où les esprits vont bien, enfin sont vraiment libres et savent réfléchir par eux-mêmes, tu te rends compte que le manichéisme, il disparaît. Là, aujourd'hui, la droite, enfin, comment on peut dire, oui, la droite dure, disons la droite extrême, si on veut, fait la même chose que LFI. C'est exactement la même chose, hein. Ils ont deux mondes manichéens. Sauf qu'il y en a un qui prend le parti, j'allais dire des blancs, et l'autre qui prend le parti des non-blancs. Mais finalement, quand tu regardes ça, c'est, encore une fois, ils sont tous les deux dans le modèle américain, qui parle de race. Nous, en France, on ne parle pas de race. Parce que américain et germain aussi. Oui, germanique. Oui, non, mais bien sûr, germanique, c'est la Voilà. race biologique. Mais encore une fois, les Américains ont repris. Voilà. Mais nous, on n'en parle pas normalement en France. Nous, la France, normalement, c'est ce que Romain Gary disait, je n'ai pas une goutte de sang français, et pourtant la France coule dans mes veines. C'est ça, normalement, la France. Donc, C'est l'assimilation. C'est l'intégration, l'assimilation, oui. Après, effectivement, il y a des problèmes. De Gaulle le savait déjà. On intègre des individus, on n'intègre pas des masses. Encore une fois, ça c'est un truc qui est logique. Et c'est logique, parce qu'on le ferait nous-mêmes. Encore une fois, on partirait, nous, parce qu'on devrait quitter la France pour X raisons. On quitterait la France à 1 million de personnes, et on se réfugierait, je sais pas, peu importe, n'importe quel pays, disons le Gabon, si on veut. Si on est 1 million, je suis le premier à pas m'adapter à la culture gabonaise et à rester français, quand t'es 1 million. Par contre, quand t'es tout seul au milieu de gens, forcément, t'es obligé de t'intégrer. Voilà, c'est ça aussi. Encore une fois, les phrases de Gaulle sont assez simples, hein, mais oui, on intègre des individus, pas des masses. C'est très compliqué. Ensuite, il y a deux problèmes. L'intégration marche normalement pas avec l'école, sauf que l'école, on l'a abandonnée depuis 50 ans. Donc, effectivement, on est sur un problème. Les gens ne veulent pas s'assimiler, parce qu'ils sont beaucoup, et l'intégration marche beaucoup moins. Bah justement, voilà. C'est ce que disent nos amis de cette vision idéologique, en disant si nous sommes un maximum de non-blancs, même assimilés, sommes-nous encore la France? Parce que c'est ça qu'ils disent, et c'est ça que je remarque chez les nouvelles générations. Eh bien, on prend comme vision idéologique majoritaire. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, ok, vous voulez assimiler monsieur, madame Sissoko, très bien, mais si monsieur, madame Sissoko sont majoritaires, même assimilés et en s'appelant Jean-Pierre, est-ce que c'est la France? Pour continuer pour le truc d'avant, donc pour te dire, c'était le modèle. Ils ont une pensée américaine, que ce soit à droite extrême ou à gauche extrême. C'est juste que chacun choisit son camp. Donc forcément, les deux sont pour le mondialisme finalement. Pour deux différentes sortes de mondialisme si on veut, mais ils sont tous les deux dans un truc mondialiste. Eux, européistes, parce que finalement, mais avec un européisme entre guillemets différent, où c'est l'européisme de la Grande Allemagne, j'allais dire, parce que finalement, ils sont quand même. Ils ont rien contre Berlin, hein, ces gens-là. C'est ça, les deux Benoît et compagnie. Voilà, ils ont rien contre l'Allemagne. Encore une fois, ils ont le droit, mais c'est quand même complexe. Et cette gauche qui va être plutôt, de toute façon, qui à un moment donné va se rallier aux Américains, parce que de toute façon, c'est des américanophiles. Donc dans tous les cas, encore une fois, on est sur le même modèle de pensée. C'est juste que chacun choisit un peu son camp. Moi, la défense de la race blanche, c'est pas un truc qui m'excite, quoi. Moi, c'est la France qui m'intéresse. M'en fous, c'est pas une question de race blanche, quoi. C'est des trucs dépassés. Encore une fois, la France, c'est pas ça. C'est ce que disait déjà Bainville. Pourtant, Bainville, hein. Bainville. Pas, hein. La France, c'est plus qu'une race, c'est une nation. C'est ça, normalement. Donc, essayons déjà ça. Après, voilà, eux, c'est plutôt des européistes, c'est des gens qui veulent refaire. Pour moi, pour te faire une blague entre guillemets, sur le côté, je pense que c'est des gens qui veulent que que la troisième Rome soit à Berlin. Pour te dire le truc. Je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, après, sur l'assimilation, le problème, si tu veux, il faut assimiler, parce que déjà, de toute façon, on n'a pas le choix.
n'as pas le choix, tu en as énormément qui sont français. Des Monsieur Sissoko, etc., qui sont français. Donc, de toute façon, ils ont des papiers français. C'est comme ça. Il faut de toute façon, il faudra assimiler. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Le deuxième problème que tu dis, moi, je pense, où tu n'as pas tort, c'est ce que veut faire la LFI, c'est la stratégie des États africains, j'allais dire, qui est sur, donc forcément, un État, multiculturel, comme on dit, amène un État multiethnique. Et quand on fait des États multiethniques, on sait très bien que le vote, à la fin, se passe par ethnie. Tu peux, comme fait Bernard Lugon, tu peux très bien savoir les résultats d'une élection dans un pays africain qui a 2 ethnies, tu vois laquelle a le plus de population. Parce que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est ce que fait la LFI. Mais du coup... Il compte sur le développement, pardon. Alors on tient un truc, mais du coup, l'assimilation, très bien. Mais si aujourd'hui, la culture de la France de 2025, c'est la globalisation capitaliste, à quoi on assimile les nouveaux arrivants? Parce que ça, c'est une question à se poser. Parce que moi, je vais te dire une chose. Certes, les jeunes de la diversité, peut-être une forme de... ils sont pas pires que les jeunes blancs, faut pas le dire. Non. Ils ont peut-être une forme de violence, ou peut-être que les jeunes blancs n'ont plus aujourd'hui, parce que les jeunes blancs sont plus, entre guillemets, matrixés, pour parler comme un jeune, tiens, pour le coup, que les autres. Mais moi, je vois les jeunes noirs, jeunes maghrébins, sont assimilés à la globalisation. Oui, tout à fait. Ils sont assimilés au capitalisme mondialisé. Ils sont assimilés aux Américains. C'est des Américains. Mais bien sûr. Du coup, l'assimilation a marché. Oui, mais bien sûr. Si tu parles c'est pour ça, c'est ce que je dis tout le temps. Ils n'ont pas une culture, disons, africaine pour être plus large. Ils ont une culture globalisée, ils ont une culture américaine. Le rap est une culture américaine. On peut en parler du rap d'ailleurs, parce qu'ils sont soumis au rap, parce que les gens comme les filles vont dire c'est super le rap, ou les bourdieusiens en disant c'est de la culture populaire, c'est génial. Le rap, normalement, quand on regarde ceux qui tiennent les labels du rap, c'est des mecs aux États-Unis qui tiennent les prisons privées. Parce qu'aux États-Unis, il y a des prisons privées. Parce que l'esclavage n'est pas forcément interdit aux États-Unis. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que tu peux être esclave si tu es emprisonné. Ils ne vont pas appeler ça esclave, hein. Mais si tu es en prison, une prison privée, tu peux bosser gratos. Le rap est utilisé par ces gens-là, qui tiennent les prisons privées, pour qu'il y ait des gens en tôle, donc en fait finalement beaucoup de noirs aux États-Unis. Donc c'est juste pour refaire l'esclavage façon 21e siècle. C'est pour ça qu'ils tiennent en même temps les labels de rap, parce que le rap pousse à la violence. On peut pas dire le contraire, je veux dire. J'ai rien contre le rap en soi en tant que musique, chacun aime la musique qu'il veut, mais par contre dans les paroles, etc. Bon, moi quand les gens de LFI ou de soi-disant de gauche disent ah ouais le rap c'est génial, alors que les mecs elles sont féministes, elles sont machin, les paroles du rap, je vois pas beaucoup de féminisme. Bref, c'est autre chose, mais c'est une culture qui les pousse à la violence, par exemple, là-dessus. Mais pour revenir au sujet, oui, effectivement, ils sont intégrés dans le système mondialisé, américanisé, oui. Ils sont américains, c'est des Américains mentaux, mais comme beaucoup sur le territoire français. C'est grave, des Américains parce que mentaux. moi je vais te dire autre chose. Si le jeune Sénégalais d'origine maintenait même sa culture sénégalaise, je pense qu'il n'y aurait pas la violence qu'il y a aujourd'hui en France. Non. De toute façon, tu le vois avec les jeunes de tous ces pays-là, que ce soit Sénégal ou le Maroc, etc., quand ils disent « chez vous, les flics, ils sont quand même pas sympas, chez nous, ils sont quand même plus durs ». Oui, déjà, il y a des cultures un peu plus fermées. Oui, ils sont soumis bien sûr, ils sont assimilés à cette culture américaine. Enfin, entre guillemets, fausse culture américaine, j'aime pas dire ce mot, parce que l'Amérique est vraiment une culture, pas sûr. Non, ça c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr. Mais c'est plus cet effacement finalement de la culture, où tu as une nouvelle culture beaucoup plus simpliste, beaucoup plus directe. Tu regardes une série Netflix, tu as compris la pensée américaine, voilà. Non mais tu as totalement raison. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour moi, l'Amérique c'est un pays factice. Et d'ailleurs, je remarque une chose il faut le dire. Et je remarque une chose, c'est que les pays factices qu'on a créés très récemment à coups de crayons et de règles, ce sont des pays où les peuples montrent une forme de patriotisme un peu exacerbé, soi-disant, avec leur drapeau, avec leur côté, tu vois oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est certainement vrai, mais de toute façon, ils ont un drapeau, c'est bien, mais c'est la seule chose qu'ils ont, c'est tout. Après, de toute façon, quand tu vois leur histoire récente, c'est pour ça que moi, ça me fait rire, encore une fois, quand on compare, quand on va chercher des théories fumeuses chez les Américains, enfin, surtout la gauche américanoïde, depuis la French Theory, qu'on pense que ça vient de chez nous, enfin bref, et qui vont chercher les théories fumeuses chez eux pour les trucs racialistes et tout, alors que la France était le pays justement où il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur de peau. Même sous l'époque du roi.
Non, mais déjà, même sous l'époque du roi, et puis en plus, de toute façon, un esclave qui touchait le sol français n'était plus esclave, hein, tout simplement, quelle que soit sa couleur de peau, le sol français, évidemment. Pas les colonies, mais le sol français métropolitain. C'est une chose à savoir, voilà. Mais ils vont chercher des trucs chez des gens qui ont, jusqu'en 1964, qui séparaient les Noirs et les Blancs. Moi, je me rappelle d'une interview, j'ai vu sur l'INA, parce que je n'étais pas né quand elle est passée, cette interview, évidemment, mais je me rappelle m'avoir vu cette interview, c'était chez Pivot, je ne sais plus, Bouillon de Culture, un truc comme ça, enfin bref. T'as Gaston Monerville qui est invité, Gaston Monerville, ancien président du Sénat. Guyanais, d'origine. Donc de couleur de peau noire, et il y avait Angela Davis, je crois, ou Rosa Parks, mais je crois que c'est Angela Davis qui était invitée. Donc Angela Davis se déroule sur ce qui se passe aux États-Unis dans les années 60. Le bus, les séparations de tout le monde, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, etc. Elle déroule. Et puis vous posez la question à Monerville, alors est-ce que vous êtes solidaire de machin? Il dit, ouais, écoutez, moi, oui, je comprends la souffrance des noirs américains, mais il dit, moi, je comprends pas ce qui se passe parce que moi, je suis français. Et en France, en tant que noir, je suis le deuxième personnage de l'État, parce que le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État. Et vous comprenez bien qu'on est sur deux civilisations complètement différentes, quoi. Et c'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire en France, Gaston Monerville, qui était noir, le racisme systémique, c'est sympa quand même, parce que en France, en 1960, un noir, était deuxième personnage de l'État. Pendant qu'aux États-Unis, les mecs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans un bus au même endroit que les blancs. Donc bon, qui est l'arriéré, qui est le visionnaire? Bon. Alors, on va passer à la seconde partie d'émission, mais avant ça, le Bobino. Continuez à soutenir Radio Courtoisie. Vous êtes les propriétaires de la radio. Nous n'avons pas d'annonceurs et c'est fait exprès. Les annonceurs privés sont là pour nous dicter une ligne éditoriale, pour nous dicter des invités. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous voulons être libres, totalement libres. C'est pour cela que nous vous demandons à chaque fois de votre aide, parce que je sais que c'est aussi cela qui vous importe, c'est la liberté, et il y en a tellement peu dorénavant dans ce pays. Donc, question d'auditeur. Mike, vous avez compris, il ne faut rien attendre de la masse. On y voit essentiellement des poires, des perroquets, des flics et des faillots, comme on l'a vu lors du couillonavirus. La meilleure façon d'aimer la France aujourd'hui, c'est de la détester telle qu'elle est. C'est dur comme mot. Hein. C'est très dur, oui. Oui, c'est très dur. Qu'est-ce que t'en penses ? Si je la comprends bien sur la dernière phrase, je suis assez d'accord, dans le sens de la détester ce qu'elle est devenue, je peux comprendre, oui. Bien sûr. Alors, encore une fois, c'est pas la France. C'est pas ce qu'elle est devenue, la France, c'est pas vraiment la France, c'est plutôt ce que les gouvernements en ont fait. Il y a encore une France, une vraie France qui existe, j'allais dire, la France éternelle, comme dirait De Gaulle, quoi. Existe encore. Alors, belle émission et bel enjeu que de retrouver goût d'acheter bien, sain et bon, mais quid de la perte abyssale du savoir-faire, la merveilleuse cuisine de nos terroirs? Quel effondrement dans toutes les générations, et les plus récentes tentées par l'exotisme et souvent l'amateurisme, quand ce n'est pire. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est un savoir-faire qui se perd. Clairement, quand on parle de bonne bouffe, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est évidemment les recettes du terroir, et au-delà des recettes du terroir, mais toutes ces fêtes populaires, toutes ces retrouvailles de terroir. Moi, j'aime bien faire dans mon coin la Saint-Vincent tournante, tu vois, qui est sur le vin rouge, etc. D'accord. Mais la fête du vin jaune aussi, qui est dans le Jura. Le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, toutes ces fêtes populaires-là, et effectivement, ces recettes qui... mais encore une fois, on est sur le même problème que pour la France, on en parlait tout à l'heure, que c'est les familles qui doivent avant tout transmettre. Et ces recettes-là, normalement, c'est peut-être l'État aussi. Non, mais peut-être qu'il y a quelque chose à l'école qui devrait être fait là-dessus. Tu as raison. Mais les familles aussi devraient transmettre. Moi, je remarque une perte en France, c'est celle du lien entre grands-parents et petits-enfants. Oui. De plus en plus. Parce que les grands-parents, qui aujourd'hui peut-être viennent du baby-boom, et qui ont quand même, ils ont un savoir, et moi je le vois quand je fais mes micro-trottoirs, la génération baby-boom est peut-être la dernière génération qui sait bien s'exprimer en français. Oui. Je veux dire, la nouvelle génération, c'est très compliqué. Et bon, et ça, quelles que soient les classes sociales, les ethnies, tout ce que vous voulez, hein, les origines, la nouvelle génération ne s'exprime pas français, et c'est très très dur. Ce lien entre grands-parents et petits-enfants a été coupé. Alors j'imagine que ça a été coupé sciemment par nos élites. Oui. Mais il faut revenir, je pense, il faut refaire famille aussi entre les grands-parents et les petits-enfants qui ont des choses à dire. Mais ça, c'est évident. C'est la première transmission, encore une fois, c'est la famille. Hein.
Il n'y a pas de secret. Je veux dire, l'école vient après, et encore une fois, c'est sur l'instruction, pas sur l'éducation. Mais évidemment, il faut recréer une transmission comme ça. Mais qu'est-ce qui a coupé déjà cette transmission? Moi, personnellement, mes grands-parents étaient toujours très présents et ont toujours tout transmis, etc. Et je suis très proche de mes grands-parents. Mais je pense que le problème n'est pas une question que de date de naissance, pas que de baby-boom, même si c'est lié. Je pense aussi que c'est une question de classe sociale. Moi, personnellement, ma grand-mère qui est née en 46, 68, elle l'a pas fait. Hein. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi elle l'a pas fait? Pourquoi elle l'a pas fait? Parce que déjà, elle n'était pas étudiante. Hein. Déjà, parce que quand tu viens de... Donc, encore une fois, mai 68, ça s'est passé entre Bastille non, mais entre la Sorbonne et Nanterre, quoi. Enfin, faut pas déconner non plus. Il y a eu un mai 68 ouvrier qu'on passe complètement sous silence, là, qui a été la plus grosse grève de l'histoire de France. Là, c'est différent, c'était des ouvriers. Mais le mai 68... Bourgeois, qu'est-ce que... changer la vie, machin, non, il faut arrêter. Donc, il y a eu ce mai 68-là qui a créé, justement, cet individualisme forcené après, le libéral libertaire, comme dirait Kluskar. Et il y a eu, donc c'est pas qu'une question de baby-boom, il y a, je pense, une question, de classe sociale, mais encore une fois, même la gauche ne s'y était pas trompée. Je veux dire, Marchais, pendant mai 68, dit, bon, on va arrêter cette révolution de petit-fils à papa qui va juste reprendre les usines après la... Il le savait très bien. C'est pour ça que je fais une distinction. Il y avait les trotros, il y avait les trottes, et puis il y avait, entre guillemets, les staliniens. Pas les staliniens, mais les vrais communistes qui n'étaient pas forcément intéressés par cette révolution de salon, enfin de classe d'école, quoi. Bref. Donc c'est pas qu'une question de ça, c'est aussi une question, de classe sociale, parce que tu as quand même 3 millions de, entre guillemets, boomers, de baby-boomers, qui ont des toutes petites retraites. Et ces gens-là, je pense, s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, continuent à montrer des recettes terroirs. Je pense que ces gens-là, beaucoup. Si on prend le boomer parisien, oui, il s'en fout, il préfère certainement aller sur l'île de Ré ou à la Baule ou je ne sais où. Une certaine partie des boomers parisiens, pas tous. Oui, pardon, pas tous. Je prends Paris en tant que classe sociale, disons pas, évidemment pas les personnes, mais je pense que c'est plus une question de classe sociale, ou en tout cas ce qu'ils sont devenus, etc. Mais tu as énormément d'anciens qui continuent à transmettre... et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait pas là. Enfin, moi le premier, si mes grands-parents m'avaient pas transmis, voilà. Après, tu dis que les boomers s'expriment très bien, et ça c'est vrai. Les boomers continuent à s'exprimer très bien, mais parce qu'ils vivent aussi, ce qu'il faut voir, même leur richesse s'appuie sur une période où la France était encore quelque chose de puissant, grâce au général de Gaulle surtout, parce ils avaient 20 ans au moment où le général, arrive en gros. Ils vivent sur ces années-là, ils vivent sur la politique gaulienne. Je ne sais pas s'ils aiment De Gaulle ou pas, je ne sais pas s'ils s'en rappellent tous, mais je ne sais pas s'ils s'en rappellent. Je ne sais pas si maintenant ils ne vont pas lui cracher des fois dessus, mais c'est quand même la politique gaulienne qui a fait ce qu'ils sont. Et j'allais dire, même plus loin, on peut même dire que c'est le gaullisme et le communisme avec le CNR qu'on fait cette puissance industrielle, agriculturelle, cette solidarité nationale, etc. Mais ils vivaient sur ce qui n'était pas des décombres, mais ils continuent à vivre sur ce qui sont aujourd'hui des décombres. Ils avaient une école qui était encore certainement assez... les boomers, on va dire qu'ils ont 70 piges, il y a 50 ans, je pense que l'école, était pas mal, 70 ans. Moi, j'ai fait l'école dans les années 80-90. C'était déjà... Non, mais ça a commencé à baisser, oui. Mais bon, c'est pas la baisse d'aujourd'hui. Voilà, je pense que l'école, elle a baissé effectivement depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, bien sûr, mais à l'époque, il y avait encore une école assez puissante. Et une industrie, une agriculture, encore une fois, ils vivent sur ces décombres-là. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils ont autant de pognon, pas tous, mais qui peuvent vivre correctement et qui sont pas, justement, qui savent s'exprimer, c'est parce qu'ils sont allés à l'école. Oui, et puis même les boomers, je veux dire, là je parle de ceux qui ont été ouvriers. Moi, je vois, parce que j'ai bossé beaucoup en usine, etc. Mais les mecs qui sont retraités de l'usine et qui gagnent des salaires de misère, hein, ils ont bossé 50 ans. Hein. Ils ont fini avec 2 limbagos, 3 hernies discales, et puis voilà, ils finissent avec 1 200 € de retraite. Hein. Ils ont le dos pété. Hein. Bref, ils ont une expérience de vie en général. Oui, parce qu'il faut pas. De 64 ans. Il faut pas mettre tout ça dans le même sac. Non. C'est-à-dire que, d'ailleurs, parce que beaucoup critiquent la génération baby boom et alors on peut critiquer, oui. C'est pas de problème. Mais je veux dire, il faut pas généraliser, parce que je vais prendre un exemple qui est simple. Lors des manifestations, les dernières grandes manifestations contre le pass sanitaire, on a vu avant tout des baby-boomers. On n'a pas vu la nouvelle génération, je suis désolé. Oui. Et il ne faut pas dire la nouvelle génération est formidable, etc. Et parce que justement, ces boomers-là, on va dire, ces boomers j'allais dire de petite retraite, etc. C'est ceux-là que tu vas retrouver, parce que déjà, ils ont l'intelligence, ils ont appris à penser, parce que l'école leur apprenait à penser. Et deuxièmement, ils se mobilisaient.
Ils savaient se mobiliser. Ils sont nés à une époque où ça se mobilisait beaucoup. Ça se trouve, c'est d'anciens cocos, j'allais dire. Tu peux en retrouver. Enfin, tu vois, c'est des gens qui avaient l'habitude de se mobiliser parce qu'ils savaient que ça servait à quelque chose. Aujourd'hui, j'allais dire moi le premier, faire une manif, on n'a pas cette culture-là. On n'a plus cette culture-là. Donc oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, surtout ces gens-là, on va dire, qui, encore une fois, ont bossé 50 ans et ont des fois, pour certains, 1 200 € de retraite, alors qu'ils ont une espérance de vie en plus. Après 64 ans, ça baisse, quoi. Donc c'est terrible. Mais c'est des gens, je pense, qui, eux, transmettent énormément, mais parce que ils n'ont pas cédé aux sirènes de l'américanisation. Bien sûr. Moi, mes grands-parents, l'Amérique, c'est loin, quoi. Alors, tu vois. l'invité touche à un problème d'infrastructure. On a cassé notre industrie, abandonné notre marché captif, ex-colonie d'Afrique, etc. La France a pu connaître une certaine croissance grâce à la dette, comme les États-Unis, qui disposent aussi du dollar. Oui, alors là, oui. Sur la dette, etc., je suis pas vraiment d'accord, mais. Puis pas que le marché captif, les colonies, oui, il y avait des produits, etc. Mais bon, quand on regarde au final sur la colonisation française, la France part avec 44 milliards de francs hors de dette. C'est Lougan qui le dit, hein, je vais que répéter. On n'a pas forcément été, l'État en tout cas, l'État n'a pas forcément été gagnant en termes économiques sur la colonisation. Parce qu'on a quand même. Oui, ça faut déconstruire ça quand même. Il faut quand même déconstruire. On a fait quand même pas mal de choses là-bas. Hein. Encore une fois, c'est pas une question de défendre la colonisation. Je défends juste un fait réel que on n'est pas comme justement. Je vais en venir. Modèle anglo-saxon, par exemple. Modèle anglo-saxon, ils arrivaient, ils pillaient tout. Ils ont rien essayé de faire, les anglo-saxons. Pour ça qu'ils sont partis assez simplement et que finalement on leur en veut plus trop aujourd'hui parce qu'effectivement ils n'ont pas essayé de casser, ils n'ont pas essayé de changer les ethnies, ils n'ont pas essayé d'universaliser, etc. C'est vrai. Mais ils sont arrivés, ils ont pillé, ils n'ont pas construit de trucs. Les pays et quand ils sont partis de l'Inde, des Indes, ils ont pris les chemins de fer oui, ils sont partis jusqu'à l'Angleterre. Voilà, nous on a tout laissé sur place. Et en plus, on avait, encore une fois, c'est pas pour défendre, mais il y avait cette idée. Encore une fois, il y avait les grands aventuriers capitalistes qui sont venus aussi pour piller, on est bien d'accord, mais je parle de l'État, enfin de l'État, de la République, puisque c'était Jules Ferry, par exemple, qui défendait ça, contre Clémenceau, qui lui, justement, disait inférieur les civilisations d'Afrique, inférieur les civilisations chinoises, voilà, qui était complètement contre ça, en disant c'est pas des civilisations inférieures, c'est des civilisations autres. Pour Ferry, ils étaient plus ou moins inférieurs. Bon. Mais ils y allaient avec une idée qui était, je sais pas comment dire, qui était belle, j'exagère, mais encore une fois, c'est pas pour défendre, mais ils y allaient avec un truc en disant on va essayer de donner nos lois, on pense avoir la meilleure forme de liberté, on va essayer de leur donner. C'est un universalisme entre guillemets catholique ? Oui, plus ou moins, bien sûr. Qui a été laïcisé, on va dire républicanisé, mais c'était à peu près dans cet ordre d'idée. Mais encore une fois, on fait les pires. L'enfer est pavé de bonnes intentions, j'allais dire. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça a été terrible, mais peut-être que l'idée de base n'était pas. J'allais dire pas si mauvaise, c'est pas ça que je veux dire, mais ils y allaient avec une intention qui était de dire bon voilà, on est la Révolution française, on voulait donner les droits de l'homme à tout le monde, voilà. Oui, comme après Napoléon avec l'Europe. Oui, par exemple. Mais bien sûr, oui, par exemple, mais c'est pour ça, c'est absolument pas pour défendre ça, c'était juste. Il faut remettre un peu en question, mais il faut remettre en question ces récits, en fait. Il faut réfléchir par soi-même sur ces récits-là. C'est pas, encore une fois, c'est pas être manichéen, c'est pas dire c'était bien, c'était mal, ou c'est bien, c'est mal. C'est pas que ça. Il faut réfléchir un peu plus largement que ça, quoi, et se dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il faut être un peu plus objectif. On n'atteint jamais l'objectivité, mais il faut tendre à une certaine objectivité. Sinon, on remet rien en cause. Tu vois, j'ai fait un article sur le 6 juin. Sur le débarquement, il faut quand même remettre en cause un petit peu, pas le débarquement en soi, encore une fois, j'ai pas remis en cause, il faut absolument honorer ces jeunes soldats américains qui sont venus, qui sont tombés pour la liberté française, on va dire. C'est pas de leur faute, ils sont venus, ils sont à peine sortis du bateau, on leur a tiré dessus. Évidemment qu'il faut les honorer, ils ont fait une chose belle. L'article était plutôt en remettant dans un truc plus général. Qu'est-ce que c'était le 6 juin ? Pourquoi les États-Unis sont venus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, c'est remettre en cause ce récit-là. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout avec Vichy, avec l'amiral Leary et puis aux côtés de Pétain ? Est-ce qu'ils n'ont pas collaboré, entre guillemets collaboré, mais vendu des trucs aux Allemands ? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de refourguer Laval au dernier moment, juste avant la libération de Paris ? Ils ont fait une entrevue entre Laval et Herriot pour une passation de pouvoir en douceur entre Pétain et la République française pour évincer De Gaulle. Ils ont reconnu le gouvernement provisoire de la République française le 23 octobre 1944. On est loin quand même, tu vois. C'est tous ces récits-là, il faut arrêter avec ce truc. Par exemple, les Américains nous ont sauvés. Non, c'est pas vrai. Le débarquement de Provence, c'était 250 000 Français qui ont débarqué sur les côtes de Provence. Voilà, par exemple.
Justement, le débarquement de Provence, personne n'en parle. Aucun président de la République ne vient le commémorer. Non, parce que justement, le récit mémoriel, c'est les Américains nous ont sauvés. Voilà, les Américains nous ont sauvés. C'est le truc un peu de Paxton, quoi, en disant, vous savez, les Français étaient tous collabos, donc bon, tous pétainistes, donc heureusement que les Américains sont arrivés. C'est un peu plus complexe que ça. C'est ça que je veux dire, c'est toujours plus... Il faut toujours aller chercher plus loin parce que c'est toujours plus complexe. C'est comme ce truc de dire, par exemple, l'extrême droite collaborait. Là, ok, d'accord. Les FN, c'est les descendants des pétainistes. Voilà, il faut juste réfléchir un peu plus. Il y a un documentaire complètement mainstream qui a été fait, je sais plus, ça doit être France Télé, avec celui qui a écrit le bouquin, qui est Simon Epstein et Vievorka, je crois. Il y a d'autres historiens comme ça, qui, en 2 parties, quand la gauche collaborait, quand l'extrême droite résistait. Très intéressant pour remettre un peu en perspective ce truc moutonnier et complètement manichéen, l'extrême droite collaborait. C'est un peu plus complexe que ça. Des mecs comme Déa, par exemple, n'étaient pas d'extrême droite. Oui, il était communiste. Voilà, il était plutôt socialiste. Mais Dorio était communiste. Dorio, oui. Voilà, t'en as eu d'autres, Guiton, et j'en passe. Benoît Méchin, c'est des gens qui viennent du socialisme de base, quoi. Laval lui-même. Laval lui-même, tout à fait, qui est un radical sauce. Bon, tu vois, c'est des trucs... pardon, là j'ai dérivé, mais c'est pour remettre ces récits, remettre en perspective. Et justement, là, c'est ça qui est intéressant, de penser par soi-même, et d'aller se dire, tiens, je vais aller lire des mecs qui sont pas beaucoup lus, j'aimerais qu'ils le soient plus, mais des mecs comme Éric Branca. Mais tout parce ce que j'apprends énormément de choses en lisant Éric Branca. Tout ce que tu es en train de dire et d'écrire aussi dans ce livre Merde, dans cet essai Merde, c'est quand même excessivement transgressif en réalité. Ça devrait pas l'être. Mais lorsque l'on voit la société dans laquelle on vit, lorsqu'on écoute les informations, qu'on écoute les journaux qu'on lit, etc., en réalité, on est dans le très transgressif. C'est sûr que je serais pas invité assez dans l'air avec ça. C'est clair et net, ni chez Libé. Mais oui, effectivement, normalement, pour moi, c'est pas transgressif, ça. Dire la vérité devient-elle transgressive ? Vous avez 4 heures. T'aurais pu faire les sujets de philo. Oui, non, mais bien sûr, il y a quelque chose comme ça, oui. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a qu'une question de vérité. En tout cas, on peut plus vraiment tout dire, non. Quand on va à l'encontre du récit, du narratif, comme on dit aujourd'hui, quand on va à l'encontre du narratif, effectivement, c'est plus compliqué. Au-delà de toute façon, au-delà d'être transgressif, c'est que de toute façon, heureusement aussi que vous êtes là, tu vois, les médias alternatifs, etc. Sinon, tu serais invité nulle part. Juste, on t'invisibilise, quoi. Bien sûr, mais tu sais, ça me fait penser à un film américain, de John Carpenter, Invasion Los Angeles. Je sais pas si tu connais ce film. Et en fait, c'est un ouvrier qui arrive à Los Angeles, un ouvrier américain, qui est dans la culture dominante américaine, etc. Et puis un jour, il tombe sur une paire de lunettes de soleil. Jolie paire de lunettes de soleil. Ah, c'est cool. Il porte ses lunettes de soleil. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la vraie vie. Et il voit dans les publicités marquées consomme, paye tes taxes, fais ceci, fais cela. Il voit toutes les injonctions. Et puis il voit, j'imagine, tous les gars attachés caisse, tous ceux qui sont dans le tertiaire, dans la finance, etc. Il les voit avec leur vrai visage et des visages de sorte d'extraterrestres, si je puis dire. Et il veut, et puis parce que il tombe, et puis après il tombe à côté sur le carton où il y a toutes ces lunettes de soleil. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est donner ces lunettes de soleil à un maximum de gens pour que les gens en fait voient la réalité de Los Angeles, de la Californie. Comment faire ? C'est le but de l'engagement aussi, bien sûr. Oui, mais comment faire pour que les Français aujourd'hui voient la vie avec ces lunettes de soleil ? Comment leur donner les lunettes de soleil ? Oui, c'est une très très bonne question, encore une fois. C'est une très très bonne question. J'espère que j'espère que c'est par des livres comme ça, j'espère que c'est par les médias comme vous avez ici, comme Radio Courtoisie, comme GPTV, comme Toxin, comme tous ces médias alternatifs-là. J'espère que c'est par là, oui, déjà. Autrement, comment je pense que... Oui, déjà par ça, plus peut-être des déclics. Encore une fois, moi je pense que le peuple est dans un déni. Donc quelque part il sait, donc je pense qu'il manque un déclic. Que sera ce déclic ? On ne le saura jamais. Est-ce que c'est quand les frigos seront vraiment vides pour tout le monde et surtout pour les classes moyennes, parce que les classes populaires elles sont déjà vides, mais c'est toujours en France, c'est souvent les classes moyennes qui,
quand elles vont vraiment descendre, je pense que il va y avoir une certaine révolution anthropologique aussi. Les classes moyennes, il faut qu'elles fassent gaffe. Elles se rendent peut-être pas compte, mais avec l'IA, par exemple, attention. Comme disait Stigler, la prolétarisation, c'est pas une question de patrimoine, le prolétaire. Prolétarisation, c'est quand tu perds tes connaissances. C'est quand tu perds quand tu perds tes connaissances. Sachant qu'aujourd'hui, avec l'IA, un DRH, un avocat même, sera moins utile qu'un plombier, parce que l'IA va pas remplacer le plombier. Faut qu'ils fassent gaffe aussi, les classes moyennes. Parce que vraiment, il y a des trucs comme ça. Je te parle pas de l'IA d'aujourd'hui, etc., mais vu l'exponentialité du truc... elle a beaucoup déjà augmenté en espace Oui, d'un c'est an, pour ça que c'est exponentiel. C'est pour ça que dans 10 ans, je dis les DRH, machin... C'est-à-dire que... Ça, c'est bien, parce que... C'est-à-dire que lorsque tous ces gens-là qui auront fait le CELSA et compagnie, c'est-à-dire des belles écoles de communication par exemple, et auxquels ils auront payé 5-6 000 euros par an, parce qu'ils viennent des cercles privilégiés, et qu'on leur dira oui mais vous êtes très gentil monsieur ou madame, mais en réalité la machine, la Chapt, machin, Grok et compagnie peuvent faire votre travail... pour rien, gratuitement, pour 2 euros par mois. Exactement. On verra ce qu'ils en disent, ouais. On verra à ce moment-là. Quand ChatGPT remplacera les graphistes, mon travail va se vider déjà. Ouais. Mais non, mais tu vois, donc évidemment, il y aura. Est-ce qu'il faut souhaiter cet effondrement? Moi, je souhaite pas. Parce que c'est ça en fait. On en a parlé toi et moi. Oui. Parce que s'il y a effondrement. Il y a violence et sang. Moi, je peux pas le souhaiter. Je souhaite pas les ruines. J'aime pas ça. Et il y a beaucoup de monde qui va en souffrir. Énormément de monde, et pas que les classes moyennes et pas que les classes bourgeoises. Tout le monde va en souffrir. Donc, je peux pas souhaiter ça. Je ne le souhaite absolument pas. J'aime pas les décombres. Par contre, si ça arrive, si ça doit arriver, je pense qu'effectivement, si là, ça fait pas une étincelle, je vois pas ce qui pourrait faire une étincelle. Je ne le souhaite absolument pas. Je ferai tout pour que ce soit évité. Et je pense qu'il y a des moyens. Est-ce qu'on peut éviter? Parce que c'est vrai que là, tu parles d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut éviter? Certainement, en remettant... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est plus sur une civilisation de l'outil, on est sur une civilisation de la prothèse. On est devenus les adjuvants de la machine aujourd'hui. La machine fait, et toi, tu es à côté et tu règles les trucs. C'est ça le problème, il faudrait inverser. On voit qu'il y a eu un article, je sais plus quel truc, qui a fait sur... En gros, ChatGPT nous rend débiles si on l'utilise, parce que tu n'acquiers plus tes connaissances toi-même, tu laisses faire la machine, etc. Oui, je pense que c'est une révolution anthropologique qui n'est pas forcément souhaitable. J'avais fait un article pour Perspective Libre qui parlait de ça, le transhumanisme, etc. Et ça en fait partie, finalement, pour expliquer que c'est vraiment un changement civilisationnel. Et je pense que la technique... Encore une fois, la technique, c'est un pharmacone, c'est un remède et un poison. Ça sert à émanciper si tu fais en sorte que ça permette l'adaptation de l'homme dans son environnement. Par contre, ça peut très vite assujettir. Voilà, aujourd'hui... Enfin, c'était Gors qui disait ça, la technicité est intéressante si elle te fait perdre du temps de travail et gagner du temps de loisir. Entre guillemets. Mais lui, quand il entendait temps de loisir, il entendait l'osium à la romaine, il entendait se documenter, lire, etc. Là, aujourd'hui, alors, déjà, avec la machine, les cadences de travail ont augmenté, d'une, et si tu as un peu plus de loisirs, de toute façon, le loisir, c'est quoi, aujourd'hui? C'est les séries Netflix. Donc, on n'est pas sur ce que désirait un gars comme Gors, par exemple. C'est ton temps de loisir, c'est soit les parcs d'attractions, soit Netflix, quoi. Donc, tu vois, c'était la phrase de Fallet dans La soupe aux choux, qui est un livre de base, hein, pas un film, mais qui est un peu plus... Le livre est un peu moins drôle, on va dire. Il est très drôle, mais il y a une morale derrière qui est moins drôle que le film. Il disait, de toute façon, on aura le choix entre les camps de concentration et les parcs de loisirs. Il fallait dire ça en disant, de toute façon, que c'est un peu la même chose, finalement. Parce que c'est de l'assujettissement à l'état pur. C'est encore une fois... Pour ça, c'est des pharmacones, c'est pour ça qu'il n'y a pas de truc manichéen. Il ne faut pas dire la technique, c'est bien, c'est pas bien. Ça dépend ce qu'on en fait. Sûr. Comme disait Patrick Bruel, ça dépend des... Tu sais, c'est pas des cartes, ça dépend de ce que vous en faites. Moi, je prends l'exemple toujours du couteau. Dans le sens où le couteau sert à couper la viande. On en a besoin, des couteaux. Même si M. Bayrou, je crois qu'il veut interdire la vente des couteaux aux jeunes. Mais les couteaux servent aussi à planter d'autres gens. Et donc, du coup, à tuer. Oui. Et malheureusement, le grand malheur, c'est que... dans l'archétype humain, ou même parmi les élites dirigeantes, on veut utiliser le couteau pour tuer. Et je pense que c'est ça, en fait, il y a... C'est ça le problème de l'outil, oui. L'intelligence de l'intelligence artificielle, qui pour moi est un très bel outil d'aide, va être utilisée par les élites dirigeantes pour nous remplacer en réalité.
Tout à fait. Et tout ce qui est outil, tu parlais du couteau, un couteau n'a jamais tué personne. C'est pas le couteau qui tue. Non, évidemment pas. C'est la main. Voilà, c'est pour ça. C'est encore une fois, tout est une question d'utilisation. C'est pour ça que je parle de pharmacone. Tout est pharmacone finalement. Quand on a un peu, dire platonicien, je suis plus aristotélicien que platonicien, mais bref, tout est plus ou moins pharmacone. Tout peut être un remède à un poison. Comme tu dis, le couteau peut être très bien pour couper sa viande, mais peut tuer des gens. Oui, l'IA, effectivement, peut être très bien comme pas bien. Enfin, tout est plus ou moins pharmacone. L'état de droit, tu vois, ça peut être pas mal, mais quand c'est utilisé contre le peuple, forcément, ça devient négatif. Encore une fois, l'état de droit, c'est une arme, c'est pas autre chose. L'état de droit ne tue personne. L'état de droit comment dire, l'état de droit ne supprime pas les lois populaires, par exemple. C'est le Conseil constitutionnel qui le fait ou le Conseil d'État. Ils utilisent l'état de droit, mais c'est une arme. Donc oui, effectivement, c'est tous ces problèmes-là, mais c'est civilisationnel de toute façon. Que ce soit le couteau, l'IA ou l'état de droit, ça dépend. Le problème que tu veux dire et que je comprends complètement, c'est de toute façon comment on crée des hommes libres. J'ai pas la réponse. Alors est-ce que Parcoursup ne fait pas appel à l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr que si. L'intelligence artificielle, hors Parcoursup, oui. Nous, à notre époque, en tout cas à la mienne, on allait sur le Minitel. Je me rappelle, j'allais au CIO sur le Minitel. Ouais. Ça existe encore, ça, le CIO ? Alors là, c'était pourtant j'ai fait dans Paris, dans Paris intramuros. C'est-à-dire le CIO, c'était une structure de l'éducation nationale, de l'État, où on allait chez eux et puis on mettait sur le Minitel, voilà, j'ai passé mon bac. Mais on faisait ça avant le bac. Et mon premier choix, c'est et puis je sais pas, moi j'ai fait le Minitel et j'ai eu mon premier choix. Oui, c'est le même genre un peu. Je sais pas exactement comment marche complètement Parcoursup. Moi c'est pareil, à mon époque on faisait des vœux puis on était pris. Après effectivement, j'allais dire c'était un peu l'école des fans, tout le monde était plus ou moins pris une fois que t'avais le bac. Ah oui. Moi mon premier choix c'était droit, j'ai été pris en droit. Mais pourtant je comprends pas que les jeunes aujourd'hui Parcoursup, les jeunes ne sont pas pris là où ils veulent être. Oui, je sais pas non plus. Apparemment il y a des fils. Bon, c'est bizarre. J'avoue que je connais pas assez je sais que c'est merdique, mais je vois pas assez. Je connais pas assez. Oui, mais est-ce que ça utilise l'IA ? Oui, certainement. Il y a beaucoup de choses qui utilisent l'IA. Puis c'est normal. Je veux dire, t'as des trucs. Et ça se fait tellement bien. Je suis sûr que c'est pour ça que je parlais des DRH, parce que quand tu regardes l'IA, ils te font un entretien. Je suis désolé, t'as plus besoin de DRH pour faire des entretiens comme te ferait un truc genre ChatGPT. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, les questions arrivent. Après, ceux qui seront pas prolétarisés, c'est ceux qui ont des vraies connaissances très bien, le physicien, théoricien. Quand je parle des boomers, les gens sont pas contents. Ces généralisations sur les boomers sont absolument odieuses, imbéciles. Oui, il y a une partie des gens qui croient que tout leur est dû, y compris peut-être plus dans la génération élevée à la Dolto. Incapables d'apprendre quoi que ce soit, que nous pouvons supporter le moindre effort des petites frustrations. Oui, il y a une classe parasitaire comme celle qui a profité du marché noir, comme des politicards qui font fortune dans l'exploitation démagogique de la bêtise humaine entretenue par l'envie du voisin. Le bouquet tout récent est la pétition des prétendus bacheliers dits scientifiques contre une épreuve du bac jugée trop injuste. Alors que l'énoncé contenait quasiment les réponses à l'avenir, faudra-t-il seulement demander de souligner les mots dans l'énoncé ? C'est possible. La vérité, c'est que le régime de la caste sacrée ne se maintient que par les luttes de tous contre tous. C'est tout à fait vrai. Sur la fin, c'est tout à fait vrai. C'est les luttes de tous contre tous. C'est pour ça que je parlais du wokisme tout à l'heure comme alliés objectifs de ce système-là, même s'ils s'en défendent, mais ils sont absolument comme ça. C'est ce que disait Kluskar, je veux dire, la lutte sociétale a remplacé la lutte sociale. Et lutte sociétale, qu'est-ce que c'est ? C'est la guerre de tous contre tous. Avant, t'avais un peuple, t'avais le peuple, disons, t'avais ceux qui étaient les classes populaires, quoi, tout simplement. Tu dis, on n'a plus d'argent, on est dans la merde, enfin bref. Maintenant, on te divise, on dit t'es plus un peuple, parce que toi t'es blanc, toi t'es un homme, toi t'es une femme, toi t'es noir, toi t'es en transition. Toi t'es en transition, toi machin. Donc en fait, tu peux plus faire de... Alors ils vont te parler d'intersectionnalité ou je sais pas quoi, évidemment, tout le monde se retrouve. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que c'est des minorités qui vont se retrouver. Mais là encore, c'est le capitalisme. Oui, bien sûr. Parce que on crée par les intersectionnels, les binaires et je sais pas quoi, on crée des nouveaux marchés. Les nouveaux marchés du désir, bien sûr, les nouveaux marchés du désir de Kluskar. Mais c'est complètement lié à ça, oui, complètement. Mais tu vois, c'est pas que... Alors, il y en a qui vont trouver un intérêt économique parce que ça crée de nouveaux marchés. Deuxièmement, il y en a qui vont trouver des intérêts politiques parce que ça divise le peuple. C'est-à-dire, t'as pas un truc qui a mieux marché que diviser pour mieux régner. Ça a toujours marché. Surtout quand les gens s'en rendent pas compte. Parce que là, à gauche, ils vont te dire si, c'est bien, c'est des bonnes luttes. Je remets pas en cause leur lutte. Le problème est que si tu fais des luttes comme ça, tu divises les gens qui n'iront pas. Tu vois, les seules luttes sociales, les seules luttes qui ont bien marché contre Macron, les seules luttes qui ont bien marché, c'est des luttes sociales. Parce que la plus grosse grève, en gros, qui a été faite, c'est la réforme des retraites. Tu vois bien ce qui mobilise le plus de gens. Ce qui mobilise le plus de gens, c'est pas
je sais pas, les trucs intersectionnels. Bon, bref, c'est les luttes sociales. C'est là où tu as le plus de gens dans la rue. Et c'est ça qui unit. Parce que tu sois noir, blanc, homo, hétéro, femme, machin, quand on te dit il faut bosser jusqu'à 64 ans, ça concerne tout le monde. Ça concerne absolument tout le monde. Tu vois ? Et c'est pas en fonction de ta couleur de peau, de ton sexe, de ton orientation sexuelle. Tu vois ? Donc, c'est ces luttes-là qu'il faut faire. Donc oui, diviser pour mieux régner, ils le font très très bien. C'est la guerre de tous contre tous, oui. Et c'est aussi, comme on est dans une société d'ultra-individualisme, forcément, c'est aussi la guerre de tous contre tous au niveau interindividuel. Mais tu vois, c'est ce que disait Deleuze et Pasolini sur le fascisme à venir. Le fascisme, ça a pu être avec des tanks, des machins. Le fascisme, déjà, ça va être un fascisme du quotidien. Parce qu'on va tous être des micro-fascistes. Et c'est ça qui se passe déjà. On est tous des micro-fascistes. Et des délateurs. Et des délateurs, mais puis même des micro-fascistes. Tu vas faire une blague, machin, t'as l'autre qui va te dire « Ah non, c'est pas bien ces blagues-là, attends, oulala ». Alors que, tu vois, c'est déjà des microfascismes, parce qu'il faut chercher la vertu absolue, etc. C'est déjà des microfascismes. Plus après, comme là, c'est plutôt Pasolini, mais le fascisme qui vient avec la société de consommation, quoi. Voilà. Mais c'est plus, si les gens se disent, oh là là, on va avoir des tanks, etc., c'est pas ça le fascisme. C'est sûr. Ah tiens, alors là, c'est très transgressif. Bonjour, j'écoute avec intérêt votre émission et pour compléter votre analyse, il conviendrait de rappeler que le basculement sociologique est advenu avec la politique du regroupement familial qui a introduit dans notre société des allochtones africains nantis d'un QI inférieur qui ont conséquemment bouleversé l'essor économique en cours depuis 2 décennies lors des années 70. Au reste, une étude de l'INED de 2017 indique que le QI des Africains ne dépasse pas les 85. Dès lors, comment établir une société industrielle avec des AP2T, personnes n'ayant reçu ni formation intellectuelle et ou morale? Je vais pas... Non, ouais, ça me fait un peu... tout petit peu rire, mais franchement, les théories de Gobineau, ça me fait... Je suis pas gobiniste. Pourquoi, quoi, comme on dit. Non, mais parce que c'est... les cartes de QI, etc., oui, c'est pas vraiment... C'est vrai que en ce moment, on les voit ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas... Voilà, une partie de la droite... C'est faux, et c'est des théories plus ou moins racialistes, encore une fois. C'est plutôt des trucs d'européistes, etc. Ou occidentalistes, c'est pas mon sujet. Le basculement sociologique, pour moi, plutôt, mais pas... On peut parler du regroupement familial, pour le coup, ça je suis absolument d'accord. C'était un drame pour l'assimilation. Là-dessus, oui, parce que les Italiens, par exemple, qui sont venus à plusieurs millions, les Espagnols aussi, se sont très très bien intégrés, mais effectivement, il n'y avait pas de regroupement familial. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui sont repartis chez eux. C'est parce que c'était... Ça, on le dit pas, bien ça. sûr, mais c'était une immigration de travail, et ceux qui ont voulu rester et s'intégrer se sont intégrés. Je sais que parmi les Polonais, par exemple, sur le million les Polonais aussi, qui sont venus dans les années 30, 700 000 sont repartis. Oui, mais je crois que les Italiens... J'ai plus le chiffre, j'avais lu chez Cavana, Eric Cavana, qui a été un grand... comment dire, un grand historien sur l'immigration italienne. Je crois qu'il y en a 8 millions qui sont venus, mais il y en a 5 ou 6 millions qui sont repartis, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier les chiffres, je suis désolé, c'est peut-être pas ça, mais il y en a beaucoup, il y en a au moins plus de 50% qui sont repartis. Donc effectivement, ça c'est lié. Pas une question de théorie raciale, quoi, sur le QI, etc. C'est qu'effectivement, sur l'assimilation, ça a changé quelque chose. Oui, ça c'est évident que ça a été beaucoup plus compliqué, surtout que c'est fait par Giscard, et là on arrive aussi, pour moi le basculement sociologique, on arrive après 68, on arrive dans l'individualisme forcené, 68 qui a encore une fois aussi, on le sait maintenant, mais qui a été façonné quand même plus ou moins par les Américains aussi. Le numéro 2, c'est De Gaulle qui a dit ça à son petit-fils, le numéro 2 dont je me rappelle plus le nom, après Cohn-Bendit, de mai 68, était financé par la CIA apparemment. Parce il fallait virer le vieux, hein, quand même. Et puis Cohn-Bendit était allemand. Puis Cohn-Bendit était allemand, voilà, non mais bien sûr. Donc il y a eu ce basculement sociologique là déjà. Ensuite il y a eu un basculement de pouvoir, puisque Giscard, s'il est gaulliste, moi je suis gabonais, tu vois, il y a un changement de pouvoir qui est pro-européiste, pro-américain, pro-atlantiste. T'arrives là, Pompidou, De Gaulle, Pompidou, voilà, 74, à partir de 74, on est quand même sur un autre... Oui, mais regarde, le général De Gaulle a quand même pris comme Giscard d'Estaing comme ministre des Finances. Et c'est De Gaulle qui fait le destin aussi. Parce que De Gaulle a fait aussi des gens qui ont fini par le trahir. Bien sûr, mais en tant que ministre des Finances, c'est-à-dire c'est comme... Il a fait exactement la même chose avec les patrons. Je veux dire, le but n'était pas... Enfin, avec les patrons, je veux dire privés, pas des entreprises publiques. Mais il sait très bien que la bourgeoisie, de toute façon, c'est ce qu'il dit lui-même, hein, mais ils ne seront jamais forcément patriotes. Pour une raison simple, c'est que de toute façon, ils préfèrent l'argent à leur patrie. Puis que l'argent, c'est international. Ça va partout. La terre, c'est français. La terre, c'est national, mais par contre, l'argent, c'est un peu partout. Donc très difficile pour que la bourgeoisie, surtout financière, soit patriote. C'est très compliqué. Par contre, à partir du moment où tu as un État fort qui les tient par les
par les valseuses, comme on dit, tout de suite, tu peux leur faire un peu ce que tu veux. Et c'était ça. Il y avait une réunion toujours. Il y avait toujours des réunions sous De Gaulle où les entreprises, même les gros industriels privés, venaient, et c'était l'État. Encore une fois, c'est de la stratégie d'État. C'est ça qu'il faut faire, pour moi. C'est de la planification. Mais il faut que l'État soit assez fort pour dire à ces gens... C'était l'inverse d'aujourd'hui. L'État tenait les grands industriels. Aujourd'hui, c'est les grands industriels qui tiennent l'État. Et pourtant, paradoxalement, l'État est de plus en plus présent dans le quotidien des gens. Alors oui, mais encore une fois, parce que c'est une arme. L'État en soi, de toute façon, c'est le monstre froid, comme disait Nietzsche. C'est le monstre froid, ça ne fait rien un État en soi, c'est comment tu l'utilises. Et aujourd'hui, bien sûr, il l'utilise. C'est ce que disait déjà Bernanos, encore une fois, il le dit déjà en 46, je crois, pour la France contre les robots en tout cas. Il le dit déjà, il dit de toute façon l'État va aller de plus en plus loin, parce que déjà en 46, il disait attention, ils vont mettre des empreintes sur les passeports et sur les pièces d'identité, tu vois, il était déjà là. Il avait déjà voilà, ce qu'on fait. Hein. Et du coup, oui, bien sûr, il savait très bien que de toute façon, utiliser l'État, l'État allait être utilisé dans ces fonctions-là. Mais encore une fois, Pharmacon, l'État peut être très bien quand il protège, etc. Et l'État peut être terrible quand il devient totalitaire, oui, évidemment. C'est le problème qui arrive, il est plus ou moins... on arrive dans un certain totalitarisme, oui. Donc, Antoine Guénaud, son livre Merde... Un merde, vraiment, un beau merde. Un beau merde. Moi, j'aime bien ce mot, merde. Oui, moi, j'aime beaucoup ce mot aussi. Je l'utilise. Je pense que c'est un mot populaire. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est un mot qu'on entend partout dans toute la France. Je pense que tous les Français l'utilisent plus ou moins quotidiennement. C'est un très joli mot, surtout quand il est utilisé pour dire, ouais, tout simplement pour dire merde à la face du monde, quoi, en disant c'est bon, on en a marre, quoi. Voilà. Je trouve qu'il est assez beau. Et puis, il faut arrêter d'emmerder. Arrêtez d'emmerder. Ça, c'est sûr que déjà... il y en a un qui veut nous emmerder, donc dis-lui emmerde, quoi, tu vois, si tu veux. S'il veut nous emmerder, il faut lui répondre merde à un moment donné. Parce que lui, il n'hésite pas. Est-ce que notre merde sera assez puissant pour qu'ils arrêtent, je mets au pluriel, de nous emmerder? Écoute, là, je pense qu'on peut... on est plutôt... Tu vois, c'est sur ça que finit le bouquin. Moi, je parle de l'espérance, mais là, l'espérance presque en vertu chrétienne, là, j'allais dire, mais en tout cas spirituelle. Il faut être dans l'espérance. Je peux pas te dire que ça va marcher ou pas, mais si t'as plus l'espérance, qu'est-ce qui te reste? Et puis c'est surtout quand on avait eu un peu le débat avec Pierre Bourgeron sur GP quand il était venu. Ouais. On était plus ou moins pas d'accord. Parce qu'il disait non, il faut gagner absolument. Ce que je comprends, moi aussi je veux gagner, je veux qu'on ait la victoire évidemment. Mais c'est pas qu'un romantisme de dire ça, il faut espérer ou je ne sais quoi. C'est que si t'as plus l'espérance, t'as plus rien. Et deuxièmement, je pense que notre rôle à nous, aussi en tant que transmetteurs, etc., bien sûr, c'est d'essayer de sauver la France, c'est pas le problème, mais c'est aussi de continuer à transmettre l'espérance. C'est aussi de transmettre l'espérance pour que nos enfants se battent après, pour leur donner des choses sur lesquelles lutter. Moi, j'ai un enfant. Évidemment que j'aimerais bien que la France soit sauvée, entre guillemets, avant qu'il atteigne ses 18 ans pour qu'il puisse avoir une vie correcte et dans une France correcte. Mais si ça marche pas, j'espère qu'il continuera la lutte. Mais justement, nous ne sommes pas, contrairement aux anglo-saxons, un peu trop romantiques dans une forme de défaite, on va dire, chevaleresque. C'est vrai. Au contraire de ces gens qui, eux, ont une efficacité, un pragmatisme. Je suis d'accord, mais tu vois, finalement, l'esprit chevaleresque nous a fait gagner quand même plusieurs fois dans notre histoire. Si Jeanne d'Arc ne se soulève pas, j'allais dire, entre guillemets, toute seule, etc., il se passe rien. Pourtant, c'est chevaleresque. Se dire, là, dans la tempête... C'est cette phrase que j'utilise beaucoup, parce que je l'adore, de Bernanos, c'est ce désespoir inflexible qui est peut-être l'inflexible refus de désespérer. C'est qu'en fait, il ne faut pas forcément tabler sur l'espoir, il faut peut-être tabler sur le désespoir. Pas en tant que, oh là là, je suis désespéré, je vais rien faire, mais ce désespoir où tu te dis, en fait, je suis désespéré par ce qui arrive à ce pays. Donc c'est un désespoir inflexible, mais qui est vraiment l'inflexible refus de désespérer pour la France. Et je pense que cet esprit chevaleresque, c'est pas juste un truc beau pour les bouquins et dire oh là là, vous avez vu. Non, c'est l'esprit de Jeanne d'Arc, c'est l'esprit de De Gaulle à Londres. C'est cet esprit-là, tu vois, qui est chevaleresque, oui, qui est romanesque, oui, mais parce que c'est aussi la France de rendre ça beau, j'allais dire. C'est la phrase de Norrois, il dit il faut pas s'engager parce qu'on est sûr de gagner, de l'abbé de Norrois qui était l'aumônier du débarquement d'ailleurs, l'aumônier français du débarquement. C'est pas parce que tu es sûr de gagner qu'il faut s'engager, c'est la lutte qui compte, c'est la lutte. Et je pense qu'il faut continuer cette lutte. Est-ce qu'on va gagner ou pas? On n'en sait absolument rien. Est-ce que ce sera une victoire à la fin? J'espère qu'on sauvera la France. Je peux qu'espérer ça.
Et j'espère que les gens, en lisant, en t'écoutant, en vous écoutant, autre chose, se soulèveront, feront quelque chose, je l'espère, bien sûr. Mais je peux pas te dire si ça va se passer. En tout cas, merci à toi, cher Antoine Guénaud. Antoine Guénaud, son dernier essai, Merde. Sorti en septembre. Sorti en septembre, sera de l'auto-édition. Ouais, ça sera de l'auto-édition. Ouais. Book édition, tout ça. Je pense à Amazon KDP. Je pense que ce sera Amazon KDP, c'est plus simple. Bah là, regarde, tu vois. Bah oui, non, bien sûr. On a oublié de donner aux Américains. C'est exactement ça. Mais encore une fois, je suis le premier à en être désolé, mais c'est vrai, mais si on avait une grosse plateforme française et non pas américaine, j'irais évidemment dessus. Mais tu vois, c'est le problème, par exemple, giscardien, d'avoir lâché le plan calcul, parce que sinon, ça aurait été nous, quoi. S'il n'avait pas lâché le plan calcul, on aurait nous-mêmes fait Internet et peut-être, tu vois, tout ça. C'est vrai. Tu vois, les errements des gouvernements sont importants après pour l'avenir. En tout cas, merci à toi, Antoine Guénaud. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux, oui, j'ai un Substack. D'ailleurs, j'ai lancé un Substack. Je mets là surtout, j'allais dire, aux circonstances. Quand il y a un événement, je fais un petit article dessus. Et en septembre, certainement beaucoup plus. Et Front Populaire aussi. Et Front Populaire de temps en temps. Et puis GP de temps en temps. Toxin, évidemment. Voilà. On peut te retrouver partout. Merci à toi, cher Antoine. Merci à vous. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.